Biliga, je vais ouvrir ce débat avec vous pour parler de la situation. On a écouté, bien sûr, quelques citoyens, comme on l'a dit, Douala n'est que voilà, l'une des faces visibles de l'iceberg. Mais Maître Biliga, on essaye de comprendre exactement parce que beaucoup estiment que cette situation est due, peut-être s'expliquerait par l'inefficacité ou alors l'incompétence du gouvernement, du pouvoir actuel, de pouvoir gérer cette situation qui perdure et d'ailleurs qui s'aggrave au fil des années. Oui, il faut noter une chose, nous en parlons parce que ça concerne les villes. Tout à fait. Douala, Yaoundé et autres. Pour nous qui sommes des villageois, nous étions habitués à de l'obscurité, sans que cela nous pose véritablement problème. Mais aussi par ça que cela puisse paraître, nous avons de plus en plus de lumière au village qu'on en a en ville. Parce que dans la politique du gouvernement, on a mis l'accent, entre autres, au niveau sur l'énergie solaire. Donc dans nos villages, le mien par exemple, dans l'arrondissement de Ndom, de Guiaga, on a installé récemment des panneaux solaires et on est en train de connecter. Ça veut dire qu'en fait, pendant que nous pleurons en ville, d'autres parties du pays, avec le même argent de notre contribution, il est affecté là-bas. Mais cela ne justifie pas du tout ce que nous vivons. Pas du tout. Parce que là, je parle en tant que citoyen camerounais. Et hier, j'étais hors de mon cabinet, j'avais beaucoup de choses, hors de la maison, j'avais beaucoup de choses à faire. Au moment où je rentre sur moi, il est 21h, je crois, ou 22h. De la route, je vois qu'il n'y a pas de lumière. J'ai passé la nuit au balcon. J'ai pris un matelas, j'ai mis sur le balcon. Je me suis réveillé, je crois qu'il était 6h ou 7h. Bagarrant contre les moustiques et autres. Cela pose donc un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la question que nous tous nous posons. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, nous avions, vous n'étiez pas encore né, moi d'ailleurs j'étais encore tout jeune, on parlait d'EDC, l'électricité du Cameroun. Il y avait un slogan qui disait EDC, EDC, et l'électricité du Cameroun, je me rappelle encore, EDC, qui avait à côté Enelcam. Qui était, je crois, qui était l'énergie du Cameroun, qui était avait pour rôle de transporter la lumière. Et par la suite, on a pensé à nationaliser EDC qui est devenu Sonel. Par la suite, on a pensé qu'il fallait revenir à la privatisation avec AES Sonel et aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'après Sonel, depuis qu'il y a AES Sonel et autres, et NEO, les choses s'empirent. Les choses s'empirent et beaucoup de gens dans le reportage vous ont dit que nous avions un réseau hydroélectrique l'un des plus puissants de la sous-région et qu'il y a beaucoup de barrages qui ont été qu'on a construits, Mekim, là aujourd'hui on parle de Natchigal, Lampangar et autres. L'idée était qu'avec cette production-là, nous aurons un peu beaucoup plus nous serons privés, quand je veux dire ça, nous n'aurons plus ces délestages, ces problèmes d'eau malheureusement, ça continue. Il faut noter également que le gouvernement, peut-être en prévision de cette situation, avait commencé à construire, à utiliser d'autres sources d'énergie. Tout à l'heure, je parlais de l'énergie solaire, mais il y a également l'énergie, comment on appelle ça, thermique, merci beaucoup. L'énergie thermique. Il y en a à Kribi, Power Development Corporation. Il y en a ici à Douala, Dibamba. Le rôle était de pouvoir pallier ou aider l'énergie solaire à jouer l'énergie hydroélectrique à pouvoir, malheureusement, on ne parvient pas à comprendre. C'est quoi? C'est un problème de gestion? Je ne peux vraiment pas vous dire. Ce que moi, j'aurais peut-être souhaité un jour, c'est que vous puissiez inviter les gens de AES Sonel. Ils vont tous nous expliquer, parce que tout ce qu'on peut dire là, ce sont les suppositions. Mais justement, pour la petite parenthèse, il y a également, lorsqu'on interpelle ces sociétés de distribution, il y a ce qui revient, l'État doit de l'argent justement à ces différentes sociétés, ce qui pourrait expliquer aujourd'hui le service rendu. Vous avez trouvé peut-être une solution. Moi, je croyais qu'il était dû au fait que nous sommes en période de triage et que les barrages de retenue comme Bakoa et autres n'ont pas joué leur rôle. Parce que, qu'est-ce qui se passe généralement? Est-ce qu'en amont de l'Arsenal, il y a beaucoup de nous qui sont du réseau sud. Il y a des barrages. Je crois qu'il y a un à Bankim, il y a un autre à Bakoa, qui a pour rôle de pouvoir collecter de l'eau pour pouvoir l'utiliser au moment de la saison sèche pour que les turbines
puisse pouvoir fonctionner et produire l'électricité. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je ne peux pas vous le dire. Je suis de ceux qui pensent que nous avons droit à ce minimum qui est l'électricité. Parce que je peux vous dire, je souffre au niveau de mon cabinet. Nous avons les délais au niveau de la justice. On doit faire appel, on doit faire des requêtes, on doit pouvoir. Si le délai arrive et que vous ne l'avez pas fait, vous n'allez pas dire que c'est AES qui vous a empêché de le faire ou bien jouer Eneo. Donc ça nous pose énormément de problèmes. Nous encore, on peut se battre, on peut se jongler comme on peut, mais lorsque vous voyez le petit ferronnier, menuisier métallique, quand vous voulez la dame qui fait sa couture, etc., oui. Ça c'est des personnes qui gagnent des gains petits, mais qui ont beaucoup de problèmes. D'ailleurs, moi, j'avais remis une tissu à un tailleur, je lui ai demandé, il m'a dit quand, je lui ai dit une semaine. Il m'a dit, maître, je ne suis pas sûr de vous livrer. Parce que je suis, comment je veux dire ça, je dépends de l'énergie électrique. Oui. J'avais quelqu'un à qui j'avais confié un travail, il m'avait dit, maître, je préfère ne pas le prendre. Parce que, n'étant pas sûr que dans les délais, je pourrais le faire à cause de l'énergie. Donc, je pense que c'est ça le problème. Maintenant, si c'est l'État qui ne paye pas, ça peut être dû. La raison qu'ils donnent très souvent, c'est que, avec cette notion d'unicité de caisse, oui. Qui veut que tout l'argent qui vient même à Douala, va d'abord à Yaoundé, et selon des priorités, on commence à affecter à tel secteur. Ils vont vous dire, oui, on a affecté cet argent peut-être dans la guerre contre Boko Haram, dans la guerre au Nozo, etc. Et ça peut peut-être justifier le fait que l'État ne soit toujours pas en train de payer. Cela se retrouve au niveau de l'électricité, c'est surtout au niveau des ordures ménagères, qui constituent également un véritable problème. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de l'accepter. Donc moi je pense que l'intérêt d'une émission comme celle-ci, et d'ailleurs des autres que vos collègues font, c'est de dire à l'État, nous payons nos impôts, nous avons le droit de réclamer que nous ayons de la lumière, que nous ayons de l'eau potable, et que nous ayons un environnement sain avec le fait que les ordures doivent être enlevées. Merci à vous, Maître Biliga, pour ce premier jet. Monsieur Ngwa, je me retourne vers vous pour la suite, pour comprendre exactement ce qui pourrait expliquer la situation aujourd'hui du côté du Cameroun, ces délestages. On voit, c'est tout le monde est bien sûr concerné, affecté par cette situation. Donc, selon vous, votre grille de lecture quand même, Monsieur Ngwa. Oui, merci beaucoup, Madame. Permettez-moi de saluer mes camarades du SDF. SDF power, SDF power, SDF power to the people and equal opportunity to everybody. Quand je dis ceci, c'est pour dire que pour le problème d'énergie au Cameroun, il y a trois mots simples. Okay. Je vous ai dit à l'entame de l'émission que je suis venu dire la vérité. Allez-y. Il y a trois mots. Corruption, mauvaise foi. Expliquez-nous. Le Cameroun a mis de l'argent dans les barrages, Songloulou, Naktinga, Lompanga, Mekim, et j'en passe. Cet argent, la moitié n'est même pas partie dans les travaux. Comment vous le savez? La corruption a pris une bonne partie de cet argent. Bon, maintenant, il y a dans le sud-ouest, j'ai commencé mes études secondaires au lycée bilingue de Moliko, et juste à côté de Mouyuka, il y a Yoké. Il y avait le barrage de Yoké qui alimentait tout le sud-ouest. Mais après un temps, le barrage a disparu. On ne sait pas pourquoi. Qui a enlevé ce barrage? Où on a amené ça? Ça, c'est la mauvaise foi. Et puis, deuxième chose, deuxième exemple de mauvaise foi, c'est que il y a la chute de Menchum dans le nord-ouest. On a mesuré la capacité qui peut alimenter toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire du Cameroun jusqu'au Sénégal, au fond. Pourquoi on n'a pas développé Menchum? Parce que quand vous développez Songloulou, Edea, Naktinga, Lompanga, Mekim, la société qui est chargée de transporter l'énergie. L'énergie, oui. Quand
vous avez développé les barrages, mais vous n'avez pas tenu compte du transport de cette énergie vers les utilisateurs. Vous avez enterré de l'argent là-bas et qui périssent comme ça pour rien. Ça périt pour rien. Donc, si on avait développé Menchum, le transport d'une seule localité vers les populations, même toute l'Afrique de l'Ouest, pour même nous donner de l'argent, ça pouvait être possible. Donc, c'est pour ça que je balaie cela. Je voudrais revenir à ce que Maître Belliga a parlé de l'énergie solaire. Dans mon village, vous voyez mon chapeau. J'ai été couronné parce que j'ai amené l'électricité dans mon village. Je suis de Mankanikon, à Bafout, dans le nord-ouest. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons travaillé avec l'agence d'électrification locale. Oui, locale, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons amené l'électricité. Mais à force du fait qu'il n'y a pas l'énergie, il y a coupure. Chaque moment, il y a coupure. Les gens vont même des semaines sans lumière. Nous avons instauré les panneaux solaires, partout dans le village, qui fonctionnent en même temps que la ligne même des Néo. Il est vrai que si on avait résolu la crise, c'est que, vous savez que dans le nord-ouest, on ne paye pas l'électricité. On ne paye pas, oui, on ne paye pas. Qui des Néo peut aller se placer devant ou bien aller donner un compteur à quelqu'un, une facture? Comment ça se passe? Personne. Comment ça se passe? Avec la guerre, c'est ça que j'appelle mauvaise foi. Si on avait juste arrêté la guerre, c'est que tout marche normalement au Cameroun. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, j'ai travaillé dans Koika. Je vais vous donner un exemple. Dans l'agence coréenne de développement. J'étais l'assistant au responsable d'énergie solaire. Je n'appelle pas son nom. Nous sommes allés à l'ouest, à l'est, là où il y a beaucoup de séries. On est allé regarder la capacité des déchets pour pouvoir produire l'énergie électrique. Ce qu'on a constaté, c'est que tout le déchet qu'on a calculé, la sortie des déchets des planches, pour un an, ne peut pas tourner une machine pour produire l'énergie pendant 1 heure. Je dis les déchets d'un an ne pouvaient pas tourner une machine d'énergie pendant 1 heure. Et voilà là où on met l'argent pour aller toujours faire des études, toujours faire des études. De là même, nous, on a proposé venir à Fumban parce qu'il y a une source, on a appelé ça source d'eau bouillante qui pouvait aussi produire de l'énergie. Moi, j'ai proposé à mon chef, j'ai dit, chef, au Cameroun, nous avons le soleil, nous avons l'eau en abondance. Pourquoi chercher ces minimes qui ne peuvent même pas alimenter une journée d'électricité? Pourquoi chercher ça? Vous savez ce qu'ils ont fait? Avec l'appui du ministère de l'énergie, on m'a licencié. Parce que j'ai fait une proposition. On m'a licencié à Koika. Et je les ai bouffés parce que j'avais un contrat de 6 mois. On m'a licencié après 4 mois. Je les ai pris à l'inspection du travail, ils m'ont payé toute ma période. Donc, quand je suis même sorti là-bas, je gagnais 2 salaires. Parce que je savais qu'il allait me licencier. J'ai rapidement trouvé un autre travail. Donc, c'est pour dire que le problème d'énergie au Cameroun, c'est la mauvaise foi et c'est la corruption. C'est la part de... La corruption, ça veut dire que vous êtes au courant de Covid-Gate. Hein, j'en passe. Vous connaissez tous ces scandales, le pays des scandales. La corruption, quand on met de l'argent, on veut que l'argent, on est toujours en train de demander les prêts pour mener des projets. Mais la suite, pour suivre, pour que le projet arrive à son terme. Non, même pas à son terme. Ça arrive à son terme. Est-ce que c'est bénéfique à la population? Non. Le suivi n'est pas fait. Et c'est là où je dis, vraiment, quand je regarde le Cameroun, quand j'ai regardé l'enfant parler, parce que j'ai des enfants qui vont à l'école, qui ont bien travaillé, parce qu'il y avait l'énergie. Nous-mêmes, au lycée bilingue de Moliko, on ne parlait jamais de délestage avec Yokedam, à côté de Boyuka. Mais aujourd'hui, quand je regarde la petite fille parler, j'ai honte. Donc j'ai honte pour mon pays. Je ne me reconnais plus dans le Cameroun.
Merci à vous, M. Ngwa. Cette situation au Cameroun assez désespérante quand même lorsqu'on écoute les uns et les autres. Dr Yom Timba, M. Ngwa parle de corruption, mauvaise foi, d'autres iront mauvaise gestion. On en a d'ailleurs déjà parlé, mais la situation s'empire. Il faut bien trouver des solutions, essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Dr Yom. Écoutez, il faut comprendre effectivement ce qui se passe pour pouvoir mieux se projeter. Monsieur Ngwa, je voudrais juste lui dire, non, le barrage de Menchoum n'est pas, la chute, c'est pas si puissant que ça. C'est 485 mégawatts. Donc ça peut pas. Peut-être que c'est du temps des années 60, c'était suffisant pour alimenter une bonne partie de la demande de l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui c'est relativement petit. C'est 485 mégawatts seulement. Sauf que le problème que nous avons au Cameroun, c'est un problème si vous voulez, de vision. C'est un problème politique. Les gens qui dirigent le pays, malheureusement, n'ont aucune vision sérieuse pour le pays. Mais on les comprend. On est en situation de néocolonialisme. Et le néocolonialisme signifie que ceux qui dirigent aujourd'hui sont aliénés à ceux qui dominaient le pays hier. Et ces gens-là, qui dominaient le pays hier, n'ont aucun intérêt à ce que le pays se développe. Et donc, du coup, ils bloquent tout ce qui pourrait permettre au pays d'avancer. Même au niveau de la stratégie sur le secteur de l'énergie, vous en arrivez à vous demander, sincèrement, c'est tout un ministère avec l'avis des gens au premier ministère, l'avis des gens au ministère de l'économie, au ministère des finances, à la présidence. Ce sont eux qui sont assis pour élaborer ça. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est développé avec de l'électricité d'origine hydraulique. Il n'y en a pas. Aucun dans le monde ne s'est développé parce qu'on a fait beaucoup de barrages. Ça n'existe pas. Les pays qui se sont développés à partir du thermique. Et les grands enjeux qui ont même été au cœur de certains des conflits les plus violents dans le monde étaient liés au contrôle des sources d'énergie thermique. La Première Guerre mondiale et la Roue, par exemple, où il y avait le charbon, la guerre entre la France et l'Angleterre dans les années 1860, la France et l'Allemagne dans les années 1870, c'était pour le contrôle de la Roue qui est très riche en charbon. Le déplacement massif des populations d'Angleterre au 19e siècle pour les envoyer en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais c'était quoi? C'était pour contrôler les gisements de ce qu'on appelle la rouille, du charbon. Et une grande partie de quelqu'un d'immense comme Karl Marx ou Friedrich Engels est basée là-dessus. Germinal, qui est une œuvre écrite d'Émile Zola, basée sur justement comment se passait le travail dans ces mines-là. Notre président de la République, notre gouvernement, n'ont aucune stratégie de développement de ce secteur. Ils ne savent pas quoi faire. Dans tous les cas, ça fait 65 ans qu'ils sont là, donc ils ne savent pas quoi faire. Si on me dit qu'après 65 ans, ils savent ce qu'ils doivent faire, ça veut dire que la question de l'expérience n'a aucune valeur. Mais 65 ans après, on n'y est pas. Beaucoup de gens vous diront, oui, mais quand on avait la Sonel, ça marchait, c'est faux. La Sonel, c'était dans quelques villes. On a 360 communes aujourd'hui. Je doute fort qu'il y en ait 120 qui aient de l'électricité. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, on est à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bouya, à Bamenda, à Garoua. On croit que les problèmes d'électricité ne se posent que là. Ailleurs, les gens n'ont même pas d'électricité. Et les Camerounais n'imaginent pas à quel point le pays est pauvre. Ils ont le sentiment là, ils voient quelques bâtiments, ils voient les gens avec les grosses voitures, ils voient qu'il y a des gens qui sont souvent dans les aéroports. Là, il y a quand même des aéroports. Ils croient que le pays est très pauvre. Extrêmement pauvre. Par rapport à quoi? Par rapport non seulement à ce qu'il aurait pu être, oui, si on avait réglé les problèmes du secteur de l'électricité, oui, mais par rapport aux pays de même niveau en termes, c'est-à-dire qui sont devenus indépendants au même niveau, qui ont à peu près le même niveau de population, oui, à la même superficie. Okay. Le pays est extrêmement pauvre. L'électricité, c'est quoi? C'est la production, le transport, la transformation, la distribution. Ça, c'est les métiers constituants, mais ce n'est pas que ça, l'électricité. L'électricité, c'est aussi l'industrie qui fabrique les équipements. Il n'y en a pas. Vous avez un niveau de production tellement bas. Nous sommes autour de 1500 MW de puissance installée, thermique et hydroélectrique combinée. Sauf que
Nous avons dépensé 179 milliards à Kribi, c'est arrêté. Nous avons dépensé, je crois, 50 ou 80 milliards à Dibamba, c'est arrêté. C'est à l'arrêt, hein. Il n'y a rien, c'est arrêté. Nous avons mis quelque chose comme 60 milliards à Ahala à l'époque. On ne sait pas où ça se trouve. En fait, on a de l'argent qu'on gaspille. Là, lorsque M. Ngwa dit que les gens vont faire des études pour voir comment on produira de l'électricité avec des copeaux, avec des déchets de scierie, vous comprenez que les gens sont perdus. En fait, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Vous avez du gaz de Limbe à Campo. De Limbe à Campo. De Douala à Eder. Vous n'avez que ça. Vous n'avez que du gaz. Et du pétrole, naturellement. Mais prenons du gaz. Et les gens ne sont pas capables d'imaginer que c'est ça qu'il faut faire. Quand vous prenez la stratégie de cette électricité du Cameroun, ils vont vous dire, oui, on fait le mix énergétique, hydroélectricité. C'est l'hydroélectricité qui est, si vous voulez, l'option de base. Et puis tout ce qui est thermique, c'est l'option accessoire additionnelle, optionnelle, parce que ça vient en soutien à l'hydroélectricité. Mais vous demandez, mais ces gars vivent sur quelle planète? Ils sortent d'où? Et il y a un ministre là-bas, il y a des conseillers techniques, des directeurs là-bas. Ils sortent d'où, ces gars-là? Pour construire un barrage, quand vous voulez développer un barrage, vous avez entre 7 ans et 15-20 ans pour certains. Et les coûts au niveau des barrages, vous êtes autour de à peu près entre 1 million et là où c'est extrêmement grave, 1 million et 1,5 million d'euros par mégawatt. Quand vous venez au niveau du gaz, vous êtes autour de 0,8 à 1,2 million d'euros par mégawatt. Il faut être le premier idiot, on va vous dire qu'il va faire du gaz. Le premier idiot, c'est-à-dire qu'il n'est même pas intelligent, il est idiot. Il va vous dire, je vais faire du gaz. Au Cameroun, ils vont s'asseoir, faire un petit barrage de 15 mégawatts, ils disent que c'est 35 milliards. D'ailleurs, les 35 milliards, ce n'est pas sûr, parce qu'on parle de l'enveloppe qui est montée jusqu'à près de 120 milliards. Vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ont pris 845 milliards pour Nachtigal, 455 pour Menvele, et puis 35 pour Meking, ça fait 1340 milliards à peu près, qui était censé nous apporter 420, 210 et 15 mégawatts. Vous n'avez toujours rien. Vous n'avez rien du tout. Personne ne dit rien. Vous n'avez rien. Vous auriez pris les mêmes 1340 milliards, vous auriez fait du gaz à Limbe, en faisant une partie à Limbe. C'est d'ailleurs des solutions de paix. Les gens sont là, vous ne savez pas trop à quoi ils réfléchissent, ou ils sont dans leur bureau, ça leur plaît dans le bureau climatisé simplement. Vous mettez 600 milliards à Limbe, vous mettez le reste entre Kribi, Douala, et vous avez 2000 mégawatts. 2000 mégawatts avec du gaz. 2000. Mais enfin, ils sont sérieux. Mais les gens font quoi là? Vous confirmez également peut-être les accusations, les soupçons de détournement dans ce cas? Moi, je ne rentre pas là-dedans. Ils ont détourné, ils ont bouffé, ils ont fait qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Comprenne parce qu'on parle quand même de milliards. Madame milliards, c'est beaucoup de milliards. Tout le peuple qui nous écoute a très bien compris ce que j'ai dit. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce truc. J'ai dit que 1340 milliards, vous avez 2000 mégawatts. Le peuple constate qu'ils n'ont rien qui sort de Meking, ils n'ont rien qui sort de Menvele, ils n'ont rien qui sort de Nachtigal. Vous croyez que le peuple est bête? Qu'est-ce qu'il a conclu? Que les gars ont bouffé? Les projets ne sont pas achevés. Ou alors les projets n'ont pas été bien pensés aussi. Tout ça, c'est bouffé. Parce que je refuse de croire qu'un ingénieur... Moi, je ne suis pas ingénieur. Ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai porté un projet d'électricité. Donc, c'est comme ça que j'ai appris en écoutant les ingénieurs. Moi, je suis dans le domaine financier. Donc, les gars auraient pu faire 2000 mégawatts et ils auraient pu faire ces 2000 mégawatts en moins de 10 ans. Pourquoi? Vous développez un barrage en 7 ans minimum et vous le construisez. Si vous prenez le plus petit, vous êtes autour de 7 ans. La centrale à gaz, électrique à gaz, vous avez certaines que vous pouvez développer en 18 mois. Et si vous avez de grosses centrales, vous en avez pour 3 ans, 36 mois. Vous allez à 60 mois quand vous faites des centrales modulaires. Et ces gars, ils font quoi là-bas? Or, le fait qu'ils fassent comme ça et que le président lui-même ne sache pas très bien quoi dire, parce qu'il vient raconter là dans ses discours, oui, on va faire ça, mais on ne voit rien, ça veut dire qu'en fait, tout Yaoundé là, soit ils ne comprennent rien à l'électricité, soit ces gens-là, ils n'ont aucun plan sérieux, soit en fait, ils nous volent. Et ils sont conscients qu'ils nous volent. Donc, vous avez ça. Et vous avez le fait qu'au Cameroun,
Même si on avait fait les 2000 MW qui nous permettaient d'avoir 3000 à 3500 MW aujourd'hui, en considérant que, d'après une étude faite en 2015, le Cameroun, le directeur général d'Eneo disait qu'on avait un gap, c'est-à-dire une demande non satisfaite de 3000 MW en 2015. Si vous y mettez un taux de croissance de 7,5 à 10%, nous sommes aujourd'hui autour de 6000, 7000 MW de déficit. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ils disent 1500 MW à peu près de puissance installée, mais je vous ai dit qu'il y a à peu près 200 et puis 50 ici, là, 250, 300 qui ne fonctionnent plus. Et vous avez la 60 qui ne fonctionnent plus. Donc, on a à peu près 310 MW qu'il n'y a plus dans cette puissance installée. Donc, on est autour de 1200. Et vous avez 30% de pertes sur le réseau, c'est Eneo qui le dit, hein, liées à la vétusté du réseau. Et vous voyez qu'il y a quand même des lignes qu'on essaie de construire là. 30%. Ça veut dire qu'en clair, nous avons réellement autour de 800 à 900 MW d'électricité disponible. Comment on va distribuer 800 à 900 MW à 30 millions d'habitants sur 475 000 km²? Donc l'autre problème de l'électricité que nous avons, qu'on n'évoque pas souvent, c'est le manque d'industrie de production d'équipements. Vous avez un pays comme celui-ci, vous allez importer tout le temps. Vous avez des gens assis à Yaoundé. Vous voyez les pylônes là, non? C'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. Les pylônes de haute tension là. Ils sont assis là à Yaoundé. Ils ont Alucam, ils se plaignent que Alucam va fermer, il n'y a pas d'argent pour relancer. Ils passent leur temps à importer les pylônes en aluminium, alors qu'Alucam fait de l'aluminium. Donc pendant 65 ans, les types n'ont pas pensé qu'ils pouvaient s'assurer qu'on transforme l'aluminium pour faire les poteaux. Jamais, ils ne passent pas à ça. Et il nous faut les câbles. Ils n'ont jamais pensé qu'il faut faire une usine qui fabrique les câbles. Et ils se plaignent qu'il n'y a pas d'électricité. Mais même si on produisait 3500 MW, on allait les transporter avec quoi? On devait importer les câbles. On allait les transporter comment? Ils n'ont aucune industrie qui fabrique le moindre transformateur. C'est-à-dire même les disjoncteurs, il n'y a pas. Ils n'ont pas une seule usine qui fabrique ne serait-ce que des disjoncteurs. Ça veut dire que même si on a de l'électricité suffisamment, même si on avait les 9000 MW qu'il nous faudrait aujourd'hui, on n'aurait pas les moyens d'installer chez tout le monde parce qu'on ne fabrique pas les compteurs, parce qu'on ne fabrique pas des disjoncteurs, parce qu'on ne fabrique pas des câbles haute tension, moyenne tension, basse tension pour transporter, parce qu'on ne fabrique pas les poteaux. C'est-à-dire que, alors qu'on a une usine qui fait de l'aluminium, aucune vision, aucune stratégie qui puisse être acceptable. Et les investissements on peut prendre 1340 MW, on les jette, on n'a pas un seul mégawatt et tout le monde regarde. Il n'y a pas plus d'électricité dans les villages. Faut pas, je sors par là. Nous avons 360 communes, ce qui peut représenter à peu près, si vous allez chercher, nous sommes autour de 1800-2000 villages dans ces communes-là. Mais sur les 1800-2000 villages, mais vous n'avez même pas 100 villages qui sont installés. Peut-être comparer aux années antérieures, c'est peut-être dans ce sens-là. Je parle de maintenant, là. Je parle de je parle du 19 février 2025, moi. Il n'y a pas 100 villages qui ont l'électricité. Il n'y en a pas. Il faut que je suis content que M. Biliga ait soulevé ça parce que il nous pompe l'air tout le temps. Le président vient dire ouais, le problème de l'électrification rurale, on va installer le solaire, machin. Quel est ce pays dans lequel les gens sont en train de raconter des histoires? Vous voulez vous lancer dans le solaire qui coûte une fortune, pour lequel vous avez besoin au-delà de l'équipement pour qu'on installe. Vous avez besoin de solutions logistiques énormes parce qu'il faut transporter tout ça. Vous avez besoin d'avoir 1 million de techniciens que vous n'arrivez pas à former et vous vous lancez quand même là-dedans. Mais ça veut dire que c'est des stratégies de détournement de fonds. Alors que vous réglez le problème en utilisant du gaz qui est en abondance de Limbé à Campo. Vous en avez partout. D'accord. Merci.